Celle qui va nous rejoindre à présent connaît aussi très bien le domaine des ressources humaines. C'est son métier, mais l'équipe qu'elle manage est répartie à travers le monde entier, on va y revenir, pour le compte du groupe Mars, mais elle est aussi parent d'élèves, ici, en Alsace, du local au mondial. Comment construire ensemble? Voici la question que l'on va poser à notre invitée. Je vous demande d'accueillir Sophie Schreck, s'il vous plaît. Bonjour Sophie Schreck, allez-y, installez-vous, mais dites-nous, vous n'êtes pas venu les mains vides, qu'est-ce que vous nous ramenez exactement? Quelques produits locaux, alors pas de la choucroute, des M&M's. Pas de la choucroute, on aurait pu y penser, M&M's, merci beaucoup, je les partagerai avec vous tous. Ça aussi c'est fabriqué en Alsace. Très bien. Pas de message, Maxime. Pas de message particulier, d'autres fridans et Pringles, qui est un produit plus global, je dirais, Ok. Et que nous venons d'acquérir au mois de décembre. Donc vous avez le local et le global. Alors je vais vous demander de bien garder le micro près du menton. Pourquoi? Parce qu'ici on est sur le Made in Alsace. On ne le sait pas forcément, mais la plus grosse usine, par exemple, de M&M's, c'est ici, chez nous, On a une chez usine, vous. oui, c'est ça, à Haguenau. Donc on a 5 sites Mars en Alsace, et qui sont les chewing-gums Wrigley, le site M&M's à Haguenau, qui est un site historique en France. On a à peu près 800 employés à Haguenau. Ensuite, on a une usine de glace, une usine également de fabrication de pédigrés dans le sud de l'Alsace. Alors, vous ne parlez pas directement au nom de Mars, mais aussi, on le disait, en tant que parent d'élèves, avec vos enfants qui sont scolarisés dans un établissement d'enseignement libre, l'établissement catholique, et puis tout de même, quand même, sur les activités de Mars, il y a différents segments, comme vous dites, pas juste le snacking et le sucré. C'est ça. Alors Mars est une entreprise familiale. Quelques mots sur Mars quand même. Je tiens mon micro comme ça. C'est une entreprise familiale. C'est pour ça qu'on communique assez peu sur le groupe. Nous ne sommes pas cotés en bourse. C'est 170 000 associés. Donc on parle d'associés, pas d'employés chez Mars, répartis dans 80 pays autour du monde. Et on a 3 grands segments ou secteurs d'activité. Le premier, c'est ce qu'on appelle Mars Snacking. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, avec l'acquisition du snacking salé depuis le mois de décembre. Donc Mars, M&M's. Une deuxième partie qui s'appelle Mars Food, avec des marques telles que Suzy One, Ebly ou Oncle Ben's, enfin Ben's Original. Et la dernière division de Mars, c'est ce qu'on appelle Mars Pet. Donc tout ce qui est animal, donc il y a la nutrition animale avec des marques telles que Royal Canin ou Pédigré, et après une partie un peu moins connue de Mars, ce sont des cliniques vétérinaires, et c'est environ 70 000 associés dans le monde. Et votre fonction aux ressources humaines, elle couvre tous ces segments dont on parle à l'instant, food, snacking, nourriture animale, mais pas la partie vétérinaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément, nous traduire votre fonction RH je vais essayer de traduire ça. De la formule anglaise. Donc en fait, je fais partie de la fonction RH, je travaille dans la donnée des RH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon équipe, on a une équipe internationale et on s'occupe de fournir les données nécessaires aux ressources humaines pour effectuer leur travail au quotidien. Par exemple, ça va être la génération des données de paye, des rapports légaux dont on peut avoir besoin dans un certain nombre de pays. Mais après, il y a toute la partie aussi analyse de données, comprendre la santé d'une unité, d'un segment, comment ça se passe, pousser les analyses de données pour comprendre, voilà, beaucoup de personnes partent au bout de 3 ans, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs qui influencent les départs de ces personnes-là au bout de 3 ans, aider les ressources humaines à établir leur stratégie et à prendre les bonnes décisions basées sur les données. Donc l'analyse de la data, c'est ça la fonction principale, et c'est ce que vous gérez? Vous pilotez une équipe de combien d'associés, si c'est la formule chez Mars? Donc on est une douzaine d'associés, on est répartis en Chine, en Inde, en Pologne, en Hongrie, en France et aux États-Unis. Et on assure effectivement la couverture de tout le groupe Mars sur la partie de ces données RH. Il y a des propos en particulier qui résonnaient par rapport à ce que disait François Ariès tout à l'heure. Il y a cette notion de culture, culture d'entreprise, culture dans les différents pays. Comment on fait? Quelles sont les principales difficultés pour travailler avec des gens que vous n'avez pas vus? On y reviendra, mais en tout cas pour qui il faut connaître des spécificités peut-être.
sans généraliser. Donc la complexité, c'est quand vous êtes une équipe avec autant de diversité et de cultures différentes, c'est comment arriver à collaborer ensemble, éviter les malentendus, et ça passe... Et également ajouter toutes ces dimensions virtuelles, parce qu'en fait, on ne se rencontre quasiment jamais. Tout est fait par des connexions, des vidéos, des audios et virtuellement. Donc, clairement, il faut passer par une phase de découverte, de compréhension, d'écoute de l'autre, afin vraiment d'établir une collaboration d'équipe, une compréhension mutuelle. On parlait beaucoup de compromis avant, mais aussi avoir cette notion de... pouvoir, oui, être dans le compromis, mais faire qu'on arrive à fonctionner, tous ensemble. La partie multiculturelle en entreprise, elle est un peu différente du multiculturel qu'on peut rencontrer parfois dans des domaines plus privés ou plus associatifs. Une entreprise, on a quand même des objectifs communs, on a un langage commun, on a des principes communs qui facilitent aussi cette collaboration et je dirais le lissage des différences multiculturelles qu'on peut avoir d'un pays à l'autre. Il faut apprendre aussi à décoder, ça prend du temps? Oui, alors, oui. Quand c'est virtuel, forcément, ça prend plus de temps, parce que prendre un café avec vous, Maxime, ou dîner avec vous hier soir, ça me permet déjà de vous décoder un petit peu, si je peux dire. On n'était pas que tous les deux. Donc, quand c'est virtuel, il faut tout renforcer, avoir beaucoup plus, je dirais, de concentration et d'y passer plus de temps. Donc, ça va être l'écoute, bien sûr, être attentif au langage corporel, ça va être attentif aussi à la lecture des mails que vous allez recevoir, à l'attitude des gens dans les réunions. Donc, ça va prendre un temps de comprendre et d'instaurer cette connaissance de l'autre. Et après, ce qui est important, c'est aussi d'être curieux de la culture des associés qui sont dans votre équipe. Aujourd'hui, je recrute en Inde, c'est une découverte de la culture indienne. Et il faut avoir cette modestie de se dire, voilà, on est culture française, on a plein de bonnes choses, mais on a plein de choses à apprendre des autres cultures, mais c'est aussi prendre ce temps de pouvoir apprendre, voilà, ce que l'autre, comment est l'autre, et quelle est sa culture, quelle est l'histoire de son pays, et ça nous aide au quotidien aussi de comprendre certaines attitudes et comportements de vos associés. Par exemple, parce que dans tous les aspects RH, il y a cette notion de parité, de rapport homme-femme. Oui, alors le côté parité, alors en France, je ne vais pas faire de polémique, mais voilà, on a le rapport homme-femme que nous pouvons avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, travailler avec l'Inde, c'est découvrir une culture qui a un rapport homme-femme qui n'est pas nécessairement le même que ce que nous avons en France ou en Europe. Et c'est apprendre à rééquilibrer en fait les dialogues dans les réunions et le respect, à rétablir un respect d'être une femme, un point de vue d'une femme peut compter et peut être aussi valorisé que celui d'un homme. Et parfois en Inde, quand vous avez les réunions avec des responsables indiens, vous sentez ce déséquilibre et ça peut être assez particulier et déstabilisant au départ. Après, c'est une question d'ajustement, de comprendre et puis aussi que eux apprennent notre culture et comment on équilibre ça en entreprise. Parce que même sur les différentes nationalités qu'on voyait apparaître tout à l'heure, avec les drapeaux des pays avec lesquels vous travaillez, il y a des différentes cultures, c'est ça, au sein même de ces nationalités. Les Américaines avec lesquels vous travaillez, par exemple? Alors mes Américaines, en fait, ne sont pas américaines. J'ai une Américaine qui est ukrainienne et l'autre qui est mexicaine. Donc en fait, on peut dire que j'ai même pas... j'ai vraiment une forte diversité. Après, cette découverte des cultures mutuelles, chacun a une force, chacun va apporter une pierre et un éclairage différent dans l'équipe. On connaît sur qui on peut s'appuyer, sur quel moment. On connaît aussi nos faiblesses. On sait, par exemple, je sais que quand il y a des projets qui sont assez particuliers, où des décisions doivent être très poussées, c'est vrai que dans la culture chinoise, dire non, par exemple, c'est quelque chose qui est plus complexe. Donc on va faire en sorte d'épauler, d'équilibrer et de mettre les personnes dans des bonnes situations et de mettre celles, sur lesquelles on sait que ça sera plutôt une force de pouvoir challenger, pousser les décisions et plutôt exposer ces personnes-là que celles qui ont un peu plus de difficultés ou pour qui culturellement c'est plus difficile de s'opposer à des décisions ou à défendre un point de vue ou des opinions dans certains types de projets.
D'où l'importance pour vous de pouvoir comprendre et interpréter ces signaux après avoir appris à connaître vos associés. Mais comment vous parvenez à construire ensemble? C'est la thématique du congrès. Après, il faut aussi passer par des choses plus pragmatiques. Donc construire ensemble, c'est construire la cohésion de son équipe. Et ce qui est essentiel, c'est déjà de se définir en tant d'équipe. Pourquoi on existe en tant qu'équipe, pourquoi on est là, mais pas d'un point de vue opérationnel. Je ne suis pas là pour construire uniquement des rapports au RH. On est là parce qu'on va fournir en fait des informations au RH qui vont leur permettre de prendre les bonnes décisions et d'avoir des décisions stratégiques. Donc c'est ce qu'on appelle le purpose, définir notre purpose, notre raison d'exister. Afin en fait d'avoir ce lien commun ou cette idée commune au sein de l'équipe. Après, il faut être très clair aussi sur les priorités qu'on veut et qu'on a au sein de l'équipe, que tout le monde soit aligné sur quelles vont être les choses principales sur lesquelles nous allons aller. Ça évite l'ambiguïté, ça évite parfois des malentendus et des frustrations dans l'équipe. Tout à l'heure, on mentionnait que chacun pouvait avoir sa force, chaque culture et chaque associé peut apporter son expertise et quelles sont ses forces. En connaissant les forces de chacun, en fait, on peut s'appuyer là-dessus, au sein de l'équipe, partager ça, s'appuyer sur ses collègues, aide-moi là-dessus, tu peux m'aider sur ce projet-là et assurer vraiment ce partage et cette mutualité au sein de l'équipe. Puis après, bien sûr, ça passe par des choses plus pragmatiques, avoir des procédures en place, savoir clairement comment on veut travailler ensemble, ce qu'on veut établir ensemble, et aussi créer les moments d'équipe où on va se retrouver entre nous, partager, et avoir des moments très fun aussi, s'amuser je dirais, et des choses un peu moins formelles. Et créer ces moments où l'équipe se sent en sécurité, à l'aise, c'est aussi essentiel, et que chacun et ça aide aussi à créer la confiance mutuelle qu'on peut avoir entre nous. Un moment de convivialité, c'est difficile des apéros Teams avec le décalage horaire parfois. Oui, alors c'est pas évident. On a essayé d'organiser plusieurs fois des dégustations de vin. J'ai vu qu'il y avait une grosse représentation de Bourgogne, mais ça a été compliqué parce que quand il est 7h du matin aux États-Unis, commencer à boire à 7h, c'est un petit peu compliqué. Donc on a trouvé d'autres moyens. On a fait des escape games virtuels, ce genre de choses. Mais c'est important d'avoir ces moments où en fait on a un moment de détente non professionnels, et c'est là où les gens aussi vont plus partager sur eux, et ça va nous aider à comprendre comment ils sont, comment ils sont et qui ils sont, et nous aider ensuite sur la collaboration future. Vous n'avez pas toujours travaillé comme ça, à distance? Ça ne vous manque pas ce lien justement de présentiel, comme les chefs d'établissement ont tous leurs collègues ou les différents corps sous la main? Moi, je suis jalouse, j'aimerais avoir une grosse réunion d'équipe comme ça et de division. Le virtuel, c'est sûr qu'on atteint ses limites. On peut travailler, ça s'est démontré pendant le Covid. On a travaillé sur des projets majeurs et tout a pu être développé en virtuel. Mais quand vous avez en fait cette connexion physique, ne serait-ce qu'une journée ou un moment ou 2 jours tous ensemble, vous arrivez à créer des liens et faire tomber des barrières qui font une réelle différence pour l'après et comment vous allez collaborer après. Et cette connexion et ces réunions physiques, elles sont extrêmement importantes et valorisantes. Et en plus, elles permettent vraiment d'ajouter une valeur ajoutée aux futures collaborations. Moi, il y a des associés que j'ai jamais vus dans mon équipe, qui sont arrivés, qui sont partis, que j'ai jamais rencontrés. Et c'est vrai qu'on voit très bien la différence entre ceux qu'on a rencontrés et ceux avec lesquels on n'a eu que des connexions virtuelles. Mais c'est en présentiel ou à distance. Vous parliez de valeurs, justement, vous insistez sur ce qui vous lie, sur ce ciment, ces fondamentaux? Alors, nous, on a des valeurs, chez Mars, on partage 5 valeurs principales qu'on appelle les 5 principes, donc la mutualité, l'efficacité, la liberté, la qualité et la responsabilité. Si j'ai pas oublié 5. Et en fait, ça nous permet de nous lier et d'avoir encore une fois une identité commune sur lesquelles on peut se reposer et mettre en valeur nos principes et se retrouver. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de compromis. Parfois, quand on est dans des projets avec un grand nombre d'équipes impliquées, des tensions peuvent apparaître, des conflits peuvent apparaître, mais en fait, c'est vrai qu'on se réfère à nos principes, à ces valeurs-là, comme langage commun, et ça permet, dans un certain nombre de cas, de parfois réapaiser les choses et de se dire, OK, on a un principe de responsabilité,
avançons et faisons en sorte que nous sortions de ce projet avec des résultats efficaces. Par le haut, par un bon compromis. En tout cas, vous parlez de conflits, ça arrive, de moments difficiles. En tous les cas, on peut s'interroger sur les parallèles entre le monde de l'entreprise et puis l'école ou les établissements que fréquentent les chefs d'établissement ici. Quand vous êtes en réunion à l'appel, à Haguenau, est-ce que vous voyez certains points communs ? Alors la diversité, bien sûr, à l'appel, dans mon appel, on a une grande diversité de profils, de types de parents, d'attentes des parents quand ils rejoignent aussi l'appel, entre les parents qui sont plus là pour représenter les besoins de leurs enfants, ceux qui ont vraiment la conviction qu'on peut construire ensemble avec l'établissement et les chefs d'établissement. Donc ça, c'est un parallèle, je trouve, où on a ces diversités et un groupe qui fait que comment avancer ensemble et comment construire ensemble. La grosse différence, c'est quand même dans une entreprise, on a un objectif commun, des valeurs communes, une façon de parler commune, si je peux dire, ce qu'on ne retrouve pas du tout à l'appel. Après, moi, ce que je remarque depuis plusieurs années, mais enfin, je pense que c'est une constatation que vous avez tous, c'est qu'on a aussi des parents qui considèrent l'établissement, ils payent l'établissement, donc en fait, ils attendent un service de l'établissement. Donc, un deuxième parallèle qu'on pourrait retrouver, c'est que vous avez, en tant que chef d'établissement, des consommateurs, enfin des gens qui se considèrent comme consommateurs. Et nous aussi, on a nos clients chez Mars et nos consommateurs de produits. Donc ça, je trouve que de plus en plus, on sent cette tendance où, vous devez fournir un service aux parents. Les parents sont en attente de services par rapport à l'établissement. Ça veut dire que la logique, c'est de comprendre les besoins pour gérer les attentes, finalement ? Oui, alors c'est sûr que les parents attendent un retour sur investissement. Les commentaires qu'on peut observer, c'est on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous allez apporter à nos enfants, comment vous allez les amener au succès et ce genre de choses. Donc ça, on peut bien sûr l'entendre. Ce que j'observe aussi, c'est la partie plus personnalisation. Maxime, on en parlait hier, je crois, où en fait les parents sont aussi dans une attente, je trouve, ça correspond à mon établissement, c'est peut-être pas le cas de partout, peut-être pas le cas à Laval, je ne sais pas, mais de personnalisation du service que les établissements peuvent fournir à leurs enfants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'établissement peut apporter à mon enfant ? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme mon enfant a des besoins spécifiques, comme service spécifique à mon enfant ? Je trouve que c'est une tendance depuis ces dernières années que je ressens de plus en plus forte dans les commentaires des parents, ce que les parents peuvent partager avec nous et ce que les parents attendent aussi de l'établissement. Pourtant, avec la nécessité de jouer collectif, il y a cette réaction que vous avez peut-être eue en entendant François Ariès et Christian Tudrose tout à l'heure, pour vous qui êtes confrontés aussi au quotidien, du compromis nécessaire en permanence ? En entreprise, on est en recherche de compromis sur un certain nombre de sujets, d'activités ou de projets, mais pas non plus. Ça ne doit pas être systématique. Je pense que parfois le compromis, en tout cas dans les sociétés, peut empêcher l'innovation, d'avancer et de prendre des décisions. En fait, je pense qu'en tant que manager, c'est la même chose. On prend des décisions qui ne sont pas consensuelles, qui ne sont pas dans le compromis. On n'est pas toujours là pour faire plaisir à tout le monde. Je pense que c'est la même chose pour vous en tant que chef d'établissement. Les parents peuvent être parfois extrêmement intrusifs et veulent vous apprendre plein de choses. Mais en fait, je ne pense pas que vous puissiez tout le temps être dans le compromis et faire l'unanimité sur toutes les décisions que vous prenez. Il y a des choses sur lesquelles on sait qu'en prenant certaines décisions, en ayant le courage de prendre certaines décisions, on va faire un certain nombre créer pour certains une insatisfaction, mais ça fait partie aussi des choses qui nous permettent d'avancer et de faire avancer ou vos établissements ou nos équipes ou nos entreprises. Donc le compromis, bien sûr, quand on peut l'avoir, mais parfois, clairement, il faut considérer le fait que le compromis n'est pas une réponse à tout et peut être parfois un bloqueur. Vos propos portent et résonnent ici avec les chefs d'établissement. Communiquer aussi clairement, mais communiquer, ça ne veut pas dire justifier, ce que vous me disiez en préparant ça. Alors, la communication d'entreprise, elle est très importante, je pense, dans vos établissements aussi. Après, parfois, les gens confondent communication
et justification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des décisions que je peux prendre pour mon équipe, ou si par moment je dois défendre mon équipe pour des décisions ou comment mon équipe a agi, je ne pense pas que j'ai à justifier toutes mes décisions et toutes les décisions de mon équipe. Aujourd'hui aussi, il faut... Et parfois dans la communication, l'attente des gens, et je le vois aussi au niveau des établissements, par exemple des remontées classiques, on fait des remontées, enfin les parents, les conseils de classe font des remontées sur certains professeurs, on va voir notre chef d'établissement, on en parle, et parfois les parents sont en entente de mais quelle était la sanction pour le professeur, qu'est-ce qui a été fait avec le professeur? Non, ça c'est le rôle du chef d'établissement, de gérer les informations qu'on lui remonte, mais il n'a pas à nous justifier, il n'a pas à s'expliquer sur les actions qu'il va prendre par derrière, c'est son rôle. Et donc il faut faire très attention entre communication qui permet d'enlever une certaine ambiguïté, enlever certaines frustrations et parfois juste une incompréhension que moi, mes clients internes, que vous, les différents partenaires que vous avez, peuvent avoir. Mais il faut faire attention de ne pas partir dans la justification systématique de ce qu'on doit faire, de ce qu'on fait et des décisions qu'on prend. Et parfois, ça, je trouve que c'est très, on dirait borderline en anglais, la ligne est parfois très fine dans les attentes. Mais la communication est importante. Parfois, enlever l'ambiguïté, c'est aussi important. Avec le prérequis que tout le monde partage les mêmes codes. Là encore, comme pour vous, avec les fondamentaux dont vous parliez tout à l'heure, ou que les parents doivent partager les codes partagés avant d'inscrire ses enfants. Alors, donc encore une fois, en entreprise, c'est facile de partager des codes parce qu'on a ces directions générales, on a ce langage. Et encore une fois, on est en entreprise, on est là pour travailler. Donc, c'est un peu différent. Dans le cas des établissements, je pense que c'est plus compliqué d'avoir une harmonisation dans les codes, les façons d'agir. Et entre parents, entre familles, ça c'est plus complexe, je pense. Après, ce qu'il faut parfois rappeler, c'est que, en fait, si on est là, si on est au sein de l'appel, si on a mis nos enfants dans ces établissements, c'est parce que, voilà, on a une volonté de collaboration avec l'établissement et de faire en sorte que c'est le bien de nos enfants, avant tout, en fait. Il y a la relation aux clients ou aux parents, on l'a dit, il y a aussi la relation avec son équipe. On la protège pour construire ensemble, et on en revient à notre thématique. Est-ce que votre relation, votre façon de manager a changé dans le temps? Et si oui, en quoi? Alors, quand on manage des équipes et des personnes, on est toujours obligé de se remettre en... Je trouve personnellement, on est toujours obligé de se remettre en question. Quand je suis arrivée chez Mars il y a 26 ans, je suis arrivée dans une division très masculine. Le management, c'était... alors, ne méprenez pas ce que je vais dire, mais assez masculine dans le sens, on va mettre le point sur la table, on ne fait pas d'erreur, on est les meilleurs, on est le plus fort, celui qui va taper le plus fort et montrer qu'il est le plus costaud et le plus musclé, et aussi beaucoup de micromanagement, aucune reconnaissance, et un style de, voilà, vous allez réussir un truc, et bing, on va vous remettre derrière les oreilles pour... Voilà, en vous descendant, ça va vous faire remonter de façon plus forte. Bon, tous les managers n'étaient pas comme ça, hein, je tiens à préciser. C'était un style particulier. Donc moi, quand j'ai eu ma première équipe, je me suis dit, il faut faire pareil. Je suis une femme, il faut que j'agisse comme un homme. C'est comme ça que ça marche, et apparemment, c'est comme ça que mes collègues fonctionnent. Bon, alors forcément, je me suis vraiment rétamée, hein, parlons comme ça. Ça n'a pas marché du tout. Comment vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas? L'équipe n'était pas engagée, on ne délivrait pas comme on devait délivrer, on voyait que l'équipe n'était pas équilibrée, il n'y avait pas de cohésion. Puis moi personnellement, je n'étais pas très bien non plus parce que ce n'était pas du tout mon style. Donc là, je me suis dit, arrêtons le massacre et je vais décider d'être moi-même avec mon style, mon côté plus authentique et je dirais aussi parfois vulnérable, avec un côté parfois émotionnel, mais en étant moi-même en fait. Et en changeant ce style de management, il y a eu beaucoup plus de confiance dans l'équipe, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de cohésion et un vrai sentiment on a vraiment eu une cohésion d'équipe qui était vraiment très très forte. Et donc là, c'était une grosse leçon pour moi. Parfois, on veut essayer de copier certains styles de management qui ne sont pas le nôtre, et là, ça ne marche pas. Donc, il y a toujours cette remise en cause de dire, c'était très bien d'avoir commencé par ça, parce que du coup, je reste attentive à la façon
Donc je peux changer ma façon de faire à chaque fois que j'ai un nouvel associé dans mon équipe. Puis après, on est obligé de se remettre en cause. Aujourd'hui, il y a 26 ans, les profils que je recrutais sont plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. En quoi ? Je pense que c'est comme vous, vos élèves. À l'époque, on recrutait des gens qui allaient rester assez longtemps dans les entreprises, qui avaient un vrai attachement à l'entreprise et qui rejoignaient une éthique, des valeurs. Et oui, c'est ça, une entreprise parce qu'ils y croyaient. Aujourd'hui, la nouvelle génération est beaucoup plus, comment dirais-je, difficile à convaincre de rejoindre une entreprise. Quand ils y sont, bien sûr, ils travaillent à fond, mais ce ne sont pas des gens qui vont rester nécessairement très longtemps dans l'entreprise. Dès que quelque chose ne va pas leur plaire ou qu'ils vont voir quelque chose de mieux ailleurs, ils partiront. C'est des personnes aussi qui cherchent un équilibre, je pense, de vie différent. Alors, au début, je n'étais pas du tout experte en mutuelle. Maintenant, dans mes entretiens... Est-ce que ma paire de lunettes sera remboursée ? À combien de pourcentage ? Alors là, j'avoue que j'apprends. Mais voilà, aujourd'hui, on recrute des profils qui sont différents, avec des attentes différentes, et c'est très bien aussi. Je pense qu'ils ont des valeurs et ils ont des attentes sur l'équilibre de leur vie perso, vie professionnelle qui est différente, et c'est une très bonne chose. Mais on doit s'adapter à cette nouvelle génération qu'on recrute et au perpétuel mouvement qu'on a maintenant dans les équipes et moins de stabilité. Ça, c'est vrai pour Haguenau, c'est vrai partout en France, c'est vrai ailleurs aussi ? Oui, oui, c'est vrai dans toutes les parties du monde. Là, aujourd'hui, j'ai une de mes associées qui fête ses 29 ans chez Mars. Je pense que c'est une exception et c'est une des dernières fois que j'aurai ça dans une équipe. Mais oui, c'est une tendance qui est quand même mondiale sur les attentes de cette nouvelle génération. Et on parlait du virtuel. En fait, on a une très forte recommandation de revenir sur site parce qu'on travaillait encore beaucoup de la maison. Et là, clairement, quand on recherche, on cherche à embaucher, c'est une question clé de certaines personnes. Est-ce qu'on peut travailler 100% de la maison ? Et quand on dit non, on a un retour au bureau parce que ça permet de collaborer, de se rencontrer, de partager, d'avoir une vraie dynamique. Beaucoup de jeunes disent non, on va chercher ailleurs. C'est presque une dissonance dans ce que vous dites par rapport à votre quotidien, de travailler toujours en virtuel dans les 12 pays du monde avec lesquels vous évoluez. Oui, alors ça peut être oui et non, parce qu'en fait le virtuel, quand vous travaillez avec l'Inde, vous êtes quand même obligé de travailler dans le virtuel. Par contre, après revenir sur site, près d'un site Mars où vous êtes, en fait vous allez la culture de l'entreprise, le partage et l'échange avec vos collègues qui ne sont pas forcément de votre équipe, qui reste quand même une façon d'engager et de motiver les gens aussi de rester dans l'entreprise. Mais oui, il y a un paradoxe, tout à fait. Question sur le management, justement, vous évoquiez tout à l'heure cette façon qui a évolué pour vous, la notion de vulnérabilité que vous évoquiez. Être vulnérable, ça n'est pas être faible. Pour moi, non. Je crois que... alors, pour certaines personnes, ça l'est peut-être, ça l'est pas pour moi. Je pense qu'être transparent avec son équipe, c'est aussi créer une relation de confiance et amener son équipe à aussi être à l'aise quand eux-mêmes sont confrontés à des choses difficiles et de pouvoir les partager. Moi, il y a quelques années, j'ai eu une période extrêmement difficile personnellement et professionnellement. Et il y a des moments où on ne peut pas, comment dirais-je, quand vous avez à gérer des choses personnelles qui sont compliquées, vous ne pouvez pas nécessairement avoir la même énergie dans votre travail. Donc sans partager totalement ma vie avec mon équipe, même si il y en a avec qui vous pouvez partager, bien sûr, je leur ai dit, aujourd'hui je vais continuer à vous soutenir, faire mon travail habituellement, comme d'habitude, mais j'aurais peut-être pas forcément j'arriverai pas à avoir la concentration ou l'attention qui me permettent de détecter si vous allez bien, pas bien, ou si vous avez besoin de plus d'aide. Donc je leur ai dit en toute transparence, aidez-moi, dites-moi si ça va pas, et si je le note pas, ou je le remarque pas, venez me le dire et dites-moi clairement quand est-ce que vous avez besoin de mon aide. Parfois on peut pas avoir l'énergie de façon constante, et puis on a aussi nos propres problèmes personnels ou professionnels qui font qu'il y a des moments, voilà, on a besoin aussi de pouvoir compter sur son équipe. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'ai fait ça, il y a une autre associée qui est venue me voir après en me disant, voilà, Sophie, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut voir comment on peut aménager mon temps de travail? Est-ce qu'on peut aménager le projet sur lequel je suis? Parce que j'ai peur d'être en échec et pas pouvoir le mener à bien. Donc on a aménagé ça. Il y a eu une solidarité dans l'équipe, une entraide, une mutualité. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et pour moi, c'est une vraie victoire d'arriver à ce niveau-là, parce que ça veut dire que les gens sont à l'aise, qu'ils sont confortables de partager ça. Et encore une fois, être vulnérable, pour moi, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est peut-être plus courageux de l'avouer que de ne pas le dire. Ça veut dire que vous et vos associés ont droit à l'erreur? Oui, évidemment, oui. Je pense que c'est quelque chose. Par exemple, dans mon premier style de management, on n'avait pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, se tromper, chuter, ça fait partie des façons de grandir. Après, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que la personne comprenne pourquoi elle a fait l'erreur, comment aider à réparer et fixer cette erreur, comme on dit en anglais. Et puis après, prendre les leçons. Mais les leçons, l'erreur, elle peut aussi venir d'un dysfonctionnement interne de l'équipe, de nos procédures, de nos façons de faire. Donc comment on va apprendre de ça? Comment on va rebondir là-dessus? Et puis de voir ça comme une chose plutôt enrichissante que pénalisante, en fait. Bon, après, si la personne fait 15 fois la même erreur, on va avoir peut-être une autre discussion, mais en tout cas, on a tous droit à l'erreur. Merci beaucoup, merci, Sophie Schreck, Maxime, pour ce témoignage. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter. Si vous le souhaitez, c'est maintenant. Oui, alors je voulais d'abord merci Maxime. Merci aussi à l'équipe organisatrice. Alors je ne sais pas où est Fabrice et Mathieu. Fabrice Tingel, Mathieu, ils sont là. Merci à tous les deux. À la super équipe de Laval aussi. Et à toute l'organisation. À toute l'organisation. Et une chose aussi, merci à vous tous parce que vous vous occupez de nos enfants au quotidien. C'est pas facile, dans un contexte qui n'est pas toujours très facile, surtout à l'heure actuelle. Je pense que les parents ne se rendent pas forcément compte de votre travail, de tout ce que vous faites et de la complexité des choses auxquelles vous avez affaire au quotidien. Donc un grand bravo à vous tous. Encore beaucoup de courage et puis bonne continuation pour cette fin d'année et ce congrès. Merci Sophie Schreck. Merci beaucoup à vous. Merci pour ces petits cadeaux avec lesquels vous êtes venus. Je vous laisse déposer le micro et regagner l'assistance si vous le voulez.